Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour chers étudiants. Dans cette séance, on va traiter le deuxième chapitre intitulé Les écoles de la pensée économique. L'objectif recherché est de permettre aux étudiants de se familiariser avec les différentes écoles de pensée économique et saisir le raisonnement des économistes. L'histoire de la pensée économique, c'est l'histoire des idées, des méthodes et des théories économiques. Ces idées émanent d'auteurs différents et portent sur la manière dont les hommes s'organisent ou doivent s'organiser pour produire, répartir, distribuer et consommer les richesses dans la société. Donc la science économique n'est pas une science unifiée. La multiplicité des définitions de la science économique, citées dans le premier chapitre, était la conséquence de la diversité du courant de pensée économique. Donc l'absence d'unité de la science économique à une période donnée de l'histoire est le fruit de choix méthodologiques opérés, des hypothèses relatives aux variables identifiées pour appréhender le comportement social ou ceux des individus, du cadre d'analyse retenu, etc. Donc tous les économistes n'ont pas la même conception de l'économie et de ses mécanismes. L'économie en tant que science moderne est née avec le traité intitulé Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations en 1776 du philosophe et économiste écossais Adam Smith. Le schéma suivant nous permet de résumer les grandes lignes de développement de la théorie économique depuis le milieu du XVIIIe siècle. Traditionnellement, à partir du mercantilisme, on distingue les écoles théoriques en fonction de la théorie de la valeur sur laquelle elles s'appuient. Ainsi, les mercantilistes sont tenus à une conception métalliste de la valeur. Par contre, les physiocrates font de la production agricole l'origine de la richesse de la nation. On parle de la théorie agrarienne de la valeur. Pour les autres courants de pensée, la valeur des biens provient soit de leur utilité, là on cite l'école néoclassique et l'école keynésienne, soit de la quantité de travail nécessaire à leur fabrication, et là on parle de l'école classique et l'école marxiste. Concernant les mercantilistes, c'est la pensée économique dominante du XVIIe siècle au milieu du XVIIIe siècle dans les pays européens. Elle ne représente pas une véritable école de pensée, mais plutôt un ensemble de pratiques économiques et politiques partagées par un certain nombre d'auteurs. La finalité de cette doctrine économique est d'augmenter le pouvoir du souverain et la puissance de l'État. Le moyen proposé est d'augmenter la richesse économique de cet État. L'idée selon laquelle la puissance politique d'un État passe par la puissance économique est totalement nouvelle. Elle signifie que l'économie est devenue indépendante de la morale et supérieure aux politiques, puisque désormais la puissance économique d'une nation expliquera sa puissance politique. Donc, la richesse d'une nation se définit par l'abondance de métaux précieux, or et argent qu'elle détient. Donc la question est de savoir comment augmenter cette richesse. Donc pour ce faire, on compte 3 facteurs de croissance: abondance en hommes, abondance en argent et intervention étatique. Donc l'État doit faire en sorte qu'il y ait, selon la formule mercantiliste, abondance d'hommes et d'argent, dans le but de favoriser la production de marchandises en général et les activités exportatrices en particulier. L'abondance des hommes signifie une forte quantité de travail et donc une forte production. Cela exige de taux de salaire faibles pour augmenter l'offre de travail du peuple et pour augmenter la demande de travail des manufacturiers. En outre, la faiblesse du coût du travail rend les produits plus compétitifs et permet des profits plus élevés.
L'abondance d'argent signifie une forte quantité de monnaie offerte et demandée. Cela suppose de taux d'intérêt faibles, favorables aux emprunts nécessaires pour financer l'industrie et le commerce international. L'État doit donc prendre des mesures pour rendre excédentaire la balance commerciale extérieure. Il doit aider les exportations par des subventions versées aux entreprises exportatrices et par des privilèges accordés à certaines manufactures. Pourquoi? Parce que tout simplement, les exportations de marchandises ont pour contrepartie une entrée de métaux précieux. Il doit également limiter les importations par une politique protectionniste, avec des droits de douane et avec des contingentements, voire une interdiction totale pour certaines marchandises. Pourquoi? Parce que tout simplement, les importations sont financées par une sortie de métaux précieux. Cette croissance devrait reposer sur le commerce local et international ainsi que sur une course vers l'industrialisation. L'État joue donc un rôle majeur dans la course à la richesse. C'est à lui que revient le devoir de stimuler l'activité économique et l'emploi. Il doit protéger les entreprises par le protectionnisme, favoriser la production interne du pays par le biais du développement de manufactures, mais aussi par celui des routes destinées à favoriser les flux intérieurs de marchandises. L'État doit également mettre en place des règlements qui protègent les métiers nationaux afin d'éviter la concurrence extérieure. À noter que la pensée mercantiliste n'est pas homogène malgré ses caractères communs. On distingue plusieurs formes de mercantilisme suivant les pays. En Espagne, c'est le mercantilisme bullioniste, dit aussi métalliste. Il repose sur une attitude conservatrice, c'est-à-dire qu'on favorise l'accumulation des métaux précieux en interdisant leur sortie tout en favorisant les exportations. À cette époque, l'Espagne exploite des mines d'or dans ses colonies d'Amérique. Le problème essentiel n'est donc pas de se procurer de l'or, mais de le conserver, d'où un protectionnisme monétaire qui empêche les sorties d'or. Par contre, le secteur productif est négligé et affaibli, d'où un décalage entre une forte circulation monétaire et une offre de biens réduite. Dans ces conditions, le mercantilisme espagnol se heurte à une inflation massive par l'excès de monnaie en circulation. L'autre courant principal de mercantilisme est né en Angleterre. C'est le mercantilisme commercial. Les Anglais s'assurent la suprématie sur les mers et cherchent à se procurer de l'or par leur activité commerciale et les transports maritimes. Donc l'accroissement de la richesse passait par un excédent des exportations sur les importations dont le paiement devrait favoriser l'achat de produits anglais. En France, on trouve le mercantilisme industrialiste. Ce courant prônait la transformation directe des matières premières dans le cadre exclusif de la nation, la protection des manufactures et des industries nationales par des droits de douane et le développement des importations de matières premières et des exportations de produits manufacturés. À côté de la pensée mercantiliste, il y a l'école physiocratique qui explique différemment la richesse et son accroissement. Elle est née en France vers 1750 et représentée par François Quinet, considéré comme le chef de file de cette doctrine. Donc, à la différence des mercantilistes, qui sont tenus à une conception métalliste de la valeur, les physiocrates font de la production agricole l'origine de la richesse de la nation. L'industrie et le commerce sont présentés comme des activités non productives, car d'après ces auteurs, ces deux secteurs ne font que transformer le produit de la nature, donc tout part de l'agriculture. Donc seule la terre produit réellement, car elle multiplie ce qu'on lui amène.
La physiocratie distingue trois classes d'agents économiques. La classe productive, qui est celle des paysans et qui fait naître la richesse annuelle. La classe stérile, c'est-à-dire tous ceux qui travaillent en dehors de l'agriculture et qui comprennent les industriels et les marchands. Et la classe des propriétaires fonciers, qui vit de redevances versées par les producteurs agricoles. À l'encontre des auteurs mercantilistes qui préconisaient une intervention de l'État dans l'économie, les physiocrates vont donner un des premiers exposés de la doctrine libérale en économie. Les arguments utilisés ne sont pas entièrement scientifiques. Ils croient qu'il existe un ordre naturel dont la nature offre le plus bel exemple. Ainsi, le rythme des saisons, la croissance et la fructification des plantes et la reproduction des espèces animales et végétales. Ils pensent qu'il en va de même dans la vie économique à partir du moment où on supprime toutes les réglementations et les contraintes qui pèsent sur elles. Les physiocrates réclament ainsi la liberté de commerce et d'exploitation des produits agricoles. Ils affirment que la meilleure façon de maximiser la richesse de tout est de laisser chacun agir à sa guise selon ses moyens. Selon eux, le facteur essentiel de la réalisation de cet ordre naturel est la recherche de l'intérêt individuel. En recherchant son intérêt, chacun concourt à l'intérêt général. On peut dire que pour les physiocrates, il existe un ordre naturel gouverné par des lois. Il y a des lois économiques, de même qu'il y a des lois physiques ou physiologiques. La troisième section de ce chapitre s'intéressera à la pensée classique. L'école classique regroupe un grand nombre d'auteurs dont les principaux sont Adam Smith, David Ricardo, Thomas Malthus et Jean-Baptiste Say. Ces auteurs avaient des centres d'intérêt communs. Ils cherchent à expliquer les phénomènes de croissance, de développement et de répartition des richesses entre les différentes classes sociales. Les conceptions économiques fondamentales des auteurs classiques sont les suivantes. Ils croient aux lois naturelles, comme les physiocrates, c'est-à-dire au capitalisme autorégulé par la concurrence. Ils sont partisans du libéralisme et du libre-échangisme. Laissez faire, laissez passer. Ils pensent que l'État doit se contenter uniquement de faire respecter la loi de la nature, ce que leurs successeurs appelleront l'État gendarme. Donc l'étude de l'école classique nécessite de faire référence aux auteurs qui l'ont élaborée. Nous présenterons dans cette section l'apport de Adam Smith, David Ricardo, Thomas Malthus et Jean-Baptiste Say. Concernant Adam Smith, c'est le véritable père fondateur de l'école classique et de l'économie politique. Économiste écossais et auteur de l'ouvrage La théorie des sentiments moraux publié en 1759 et de l'ouvrage Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations publié en 1776. La question centrale posée par Adam Smith est celle de l'origine de la croissance économique. Pour répondre à cette question, Adam Smith développe et organise sa pensée autour de trois concepts. Le concept de la division du travail et son importance comme source d'augmentation de la productivité et donc de richesse globale, la main invisible qui assure la meilleure allocation possible de ressources disponibles et la théorie des avantages absolus. Le point de départ de Smith est constitué par une opposition aux mercantilistes. La richesse n'est plus l'or et l'argent, ce sont les biens réels, d'où le terme de richesse réelle. Étant donné que la richesse est l'ensemble des choses nécessaires à la vie, un pays riche est un pays où les individus ont un niveau de vie élevé. À ce niveau, deux questions deviennent importantes. Comment est produite la richesse? Comment augmenter la production de la richesse? À la première question,
Adam Smith donne la réponse suivante. Le travail produit les choses nécessaires à la vie, donc la richesse est produite par le travail. À la seconde question qui concerne l'organisation de la richesse, Adam Smith répond. On augmente le produit de la richesse en augmentant la productivité de travail. Le moyen pour augmenter la productivité de travail, c'est la division du travail. Donc, la division technique du travail permet un accroissement de la productivité de travail. Il y a, selon Adam Smith, deux raisons principales à cela. En se spécialisant sur une seule tâche, qui devient ainsi plus simple à réaliser, l'ouvrier améliore sensiblement son habileté dans le travail en permettant un gain de temps. La spécialisation conduit également à une suppression des temps morts. Ces derniers apparaissent lorsqu'un ouvrier passe d'une tâche à une autre. L'exemple de la manufacture d'épingles donné par Adam Smith illustre ce phénomène. Un homme seul, face aux différentes tâches à accomplir, n'arrive pas à produire une seule épingle dans une journée, alors que 10 travailleurs se répartissant les tâches obtiennent 48 000 épingles dans la journée. Cette efficacité plus grande peut encore être améliorée par l'utilisation des machines et leur perfectionnement. La deuxième approche développée par Adam Smith est celle du libéralisme classique. La main invisible serait une métaphore par laquelle Smith signifierait que les marchés sont autorégulateurs et conduiraient à l'harmonie sociale. Donc, dérivé de l'ordre naturel, la recherche de l'intérêt individuel permet de réaliser l'intérêt général, car il existe une main invisible qui guide les passions individuelles vers le bien collectif. Nous n'attendons pas notre dîner, disait Adam Smith, de la bienveillance de notre boucher ou de celle du boulanger, mais bien de la considération qu'ils ont de leur propre intérêt. Nous nous adresserons non pas à leur humanité, mais à leur égoïsme. Nous ne leur parlons pas de nos besoins, mais de leur intérêt. Donc, chacun se contente de poursuivre son propre intérêt. Les entrepreneurs cherchent leur plus grand profit et les consommateurs les plus grandes satisfactions. Or, le mécanisme des marchés et des prix fait qu'en recherchant son intérêt, chacun contribue à l'intérêt général puisque les entreprises fabriquent les produits les plus rentables, c'est-à-dire les plus demandés, et abandonnent peu à peu ceux dont les consommateurs ne veulent pas. La concurrence amène donc à produire les biens que désire la société dans la quantité qu'elle désire et au prix qu'elle est disposée à payer. De même, l'intérêt conduit les hommes à accepter tout travail que la société consent à rémunérer. Chaque homme est confronté à une foule d'individus motivés de manière identique et qui sont dans le même bateau. Donc les lois du marché n'ont pas pour seul effet de doter les produits de prix compétitifs, elles s'assurent aussi que les producteurs produisent les quantités de biens demandées par la société. Donc les mécanismes de marché concurrentiel constituent la main invisible qui assure l'harmonisation de l'ensemble des décisions individuelles. Donc l'harmonie des intérêts étant naturelle, il n'y a dès lors plus aucune raison pour qu'un pouvoir politique fasse passer un soi-disant intérêt général au-dessus de la somme des intérêts particuliers. Donc, le rôle de l'État est nécessairement restreint, puisque l'activité économique est avant tout autorégulée. Donc, l'État doit donc laisser faire, c'est-à-dire liberté de production, et laisser passer, c'est-à-dire liberté du commerce. Autrement dit, l'État doit respecter la liberté naturelle des citoyens et doit être uniquement un État gendarme dont le rôle est la défense des droits de propriété, la défense publique et la protection des biens collectifs. Dans le domaine du commerce international, Adam Smith a formulé la première théorie de la spécialisation. Un pays a intérêt à importer des marchandises tant qu'elles coûtent moins cher à l'étranger.
Autrement dit, chaque pays a intérêt à se spécialiser dans les produits pour lesquels il détient un avantage absolu et abandonner aux autres pays les autres productions. C'est ce que l'on appelle la théorie des coûts absolus. De ce fait, si cette spécialisation se met en place entre les différentes nations participant aux échanges internationaux, il se crée une division internationale du travail fondée sur les avantages comparatifs. Merci pour votre attention.